Salam alaikum, chers amis. J'espère que vous allez bien partout, où que vous soyez. J'espère que vous et vos familles allez bien. Merci encore d'être présents ce soir ensemble pour ce nouveau direct de Ça a dit quoi. Alors, comme d'habitude, faites-moi signe. Dites-moi si vous me suivez. Salam alaikum, directeur Ali Mohamed Darwesh, qui est déjà présent avec nous. Merci d'être fidèle au poste, d'être présent. Merci de me dire si vous m'entendez parfaitement bien, si le son est bon, si l'image est bonne. Maoulida Mohamed, que la paix soit sur toi. Merci d'être présent et merci de partager cette vidéo si vous estimez que le sujet de ce soir peut intéresser d'autres amis qui se joignent à nous pour venir échanger, pour venir partager cet échange ensemble. L'homme sable qui regarde le cousin depuis la Réunion, ou je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas à la Réunion, mais salam à tous ceux et toutes celles qui nous suivent depuis la Réunion. Merci aux amis, merci d'être présents pour cette nouvelle mission. Aujourd'hui, ça sera un échange, une pensée. Je vous invite à réfléchir ensemble sur ce qui se passe actuellement aux Comores au niveau du débat du coronavirus, car nous pouvons tous avoir des idées divergentes, mais nous devons tous mutuellement en respect, écoute, quelles que soient nos divergences, mais nous devons de pouvoir nous écouter, de confronter nos idées pour savoir, pour écouter, pour s'écouter déjà d'une part, parce que c'est ce qui nous différencie des autres créatures, et que nous devons nous écouter et ensuite débattre en toute fraternité. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien. Léla. Donc, si l'homme sable me dit Léla, ça veut dire qu'il est encore à la Réunion. Alors, Asanta Abdou, bonsoir à toi. Youssouf, merci de nous rejoindre. N'oubliez pas, comme je vous le dis, de partager la vidéo, de partager dans vos contacts, dans vos amis, vos messengers. Invitez les amis à nous rejoindre pour pouvoir échanger ce soir, voir si vous partagez mon analyse ou si vous avez une analyse différente que la mienne, de nous faire part, d'échanger. On aura des questions. Vous pouvez poser vos questions et j'essaierai d'y répondre ou d'autres personnes pourront y répondre. Donc, le sujet de ce soir, on va parler, comme je vous l'ai dit, du coronavirus aux Comores, le débat sur il y a pas du coronavirus aux Comores. Déjà, l'idée de ne serait-ce que poser la question sur la présence ou pas du coronavirus aujourd'hui, ça crispe certains, ça met d'autres personnes dans certains états et ceux qui osent dire ou qui osent penser qu'il y a du coronavirus, que le Covid est présent à Moroni ou aux Comores de manière générale sur l'ensemble du territoire et testé on va dire, d'ennemis d'État, qu'on veut la mort du pays, qu'on va créer, on va dire, la panique, la psychose. Voilà un peu la situation actuellement aux Comores. Alors, 5 sur 5 depuis la Chine, on me dit. Par contre, je suis désolé, mais comme je ne lis pas le chinois, je ne peux pas dire le prénom du frère ou de la sœur qui nous suit en Chine. Alors, Kokoa Yazid. Hier, j'ai fait un impair. J'ai dit Coco Ouazaïd, alors que c'est Kokoa Yazid. Voilà, c'est Kokoa Yazid est présente. Alors voilà, je m'excuse par rapport à hier, à la prononciation. C'est bien Coco Yazid qui est présente avec moi ce soir pour pouvoir venir échanger. Mon gosse aussi, le frère est là. Merci les amis. Alors sans plus tarder, on ne restera pas très longtemps ce soir puisqu'on attend tous et toutes de voir la venue de Mtukouf au Ramadan et toutes les personnes, quand vous saurez si le Ramadan a été annoncé, que ce soit en France ou ailleurs, n'hésitez pas à l'annoncer pour que je puisse aussi l'annoncer aux personnes qui nous suivent. Alors, chers amis, moi je vais pas encore rentrer je vais pas encore répondre dans le débat parce que Ali Mohamed Darwesh soulève déjà une question. Il me dit ce que j'ai compris, c'est que notre communauté, c'est l'amour d'un visage et non des idées. Cela fait partie des problématiques que nous allons soulever ce soir sur l'échange parce que comme il le dit, dès lors qu'on est une personne, dès lors qu'on aime ou on n'aime pas une personne, tout ce qu'il dira, ça sera mauvais. Ou tout ce qu'il dira, ce sera bon. On n'arrive pas à nous remettre en cause. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais rentrer dans le débat, chers amis. Comme vous le savez, il y a depuis quelques semaines, la question se pose sur la présence ou non du Covid-19 au Comores.
Bien évidemment, aujourd'hui, les autorités officiellement annoncent 0 cas aux Comores, à raison, puisqu'ils ne peuvent pas attester. Hier, on a appris la venue des machines, donc on va pouvoir faire peut-être les tests prochainement, mais jusqu'à maintenant, on annonçait 0 cas de Covid-19. 0 cas détectés puisqu'ils n'avaient pas les machines. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On est d'accord en termes de communication et parce qu'ils n'ont pas pu trouver. Mais par contre, il y a des signes qui peuvent nous permettre de dire que le Covid est présent aux Comores. On ne dit pas qu'un tel a été touché, on ne dit pas qu'un tel est mort d'eux, mais que le Covid est présent aux Comores. Il peut y avoir des signes, on peut réfléchir, parce que Dieu nous a donné la raison, Dieu nous a donné les moyens de réfléchir, de pouvoir d'abord réfléchir avant d'arriver au corps médical, de réfléchir des raisons pour lesquelles on peut imaginer, on peut penser que le Covid est présent dans l'archipel des Comores. D'une part, déjà, dès lors qu'il est à Mayotte, pour certains d'entre nous, dont je fais partie, je me dis que le Covid est aux Comores, parce que je considère comme l'île sœur de Mayotte, comme faisant partie de l'ensemble du territoire. Mais on va mettre ce côté-là, cette idée-là de côté. Quels sont les éléments déjà, avant de parler de ce que les médecins nous disent, qui peuvent nous dire que faisons attention, doublons de vigilance, parce que le Covid peut être présent aux Comores, et ou on peut même dire est présent aux Comores. Déjà, d'une part, si on regarde les pays les plus touchés mondialement aujourd'hui, on parle de la Chine. La Chine a été le premier pays mondialement touché. C'est de là où est partie l'épidémie, c'est de là où est partie la pandémie. C'est un pays très ami avec notre pays. On y commerce, on a des relations diplomatiques très très fortes et on connaît la relation de ces deux pays-là. Déjà, de un. Le deuxième cas, ensuite, l'épidémie est partie en Europe. L'Italie, l'Espagne et la France. La France a très fortement touché. La France qui représente le pays où la diaspora comorienne est la plus importante au monde. On parle de 200 000, voire 300 000 Comoriens en France. Une diaspora qui est très liée avec son pays d'origine. Aujourd'hui, alhamdulillah, grâce à la présence des différentes compagnies, on arrive à aller au pays tout au long de l'année. On y fait nos mashrouls, on y fait nos activités. Tout au long de l'année, il y a un va-et-vient incessant et c'est souhaitable et ça permet de maintenir une économie dans le pays, contrairement il y a quelques années en arrière où on voyait une vague de la diaspora uniquement et majoritairement que pendant les périodes estivales. Donc ça, il y a déjà ces deux pays fortement touchés qui sont très liés avec les Comores. Troisième réflexion qu'on peut avoir lorsqu'on est un individu, de se dire, regardons dans notre zone géographique, puisque avant que la maladie ne soit fortement détectée en France, on a parlé de l'Italie, on a parlé de l'Espagne, qui sont des pays, on va dire, limitrophes de la France, et donc la maladie est arrivée en France, sans parler des connexions aériennes avec la Chine et autres. Donc, nous allons nous positionner sur le côté géographique. Au niveau de la géographie, si on regarde tous les pays qui sont autour de notre archipel, que ce soit Madagascar, La Réunion, Maurice, la Tanzanie, tous ces pays-là ont été touchés par le Covid et ont mis en place des plans d'action pour essayer de à la fois freiner, donc mis le confinement en place, pour freiner la propagation de ce virus. Donc nous, en tout cas, je fais partie de ces personnes-là qui, en analysant tout cela, on se dit le Covid a de fortes chances d'être présent dans notre pays. Nous n'avons pas les moyens de les détecter, donc faisons attention, essayons d'être vigilants. Et d'ailleurs, le cri d'alarme a été lancé pas que par moi ou d'autres médias, mais par, on va dire, l'ensemble de la population, des politiques, de tous bords. Et on a appelé à fermer les frontières, on a appelé à confiner les gens. Et les autorités, il faut leur rendre cela, ont pris les bonnes mesures. Ils auraient pu peut-être les prendre plus tôt, mais ils ont pris les bonnes mesures de fermer les frontières et d'annoncer une mesure de confinement en fermant aussi les mosquées, en interdisant les regroupements et en diminuant, on va dire, l'activité économique. Donc, en cela, il y a eu déjà une prise de conscience du danger, du risque de présence au niveau du Covid. Jusqu'à maintenant, jusqu'à là, le raisonnement, il tient. Donc, dès lors qu'on dit qu'il y a une présence de Covid, quand on se base sur une réflexion
de tous ces éléments-là, on se dit il y a de fortes chances pour que le Covid soit aux Comores. Donc, faisons attention. Faisons attention de ce que nous faisons. Redoublons de vigilance parce que on va dire, il y a tous les signaux qui sont au vert pour nous dire que le Covid est présent. On n'a pas les moyens de détecter, donc n'ayant pas les moyens de détecter, soyons vigilants au maximum. Un autre élément qui vient perturber tout ça, c'est la présence de la dengue. Cette maladie qui a à peu près les mêmes symptômes que le Covid. Alors, je rappelle à la fois une fatigue, de la fièvre, des courbatures, etc., etc. Le Covid va se distinguer sur d'autres symptômes. Les médecins nous l'ont dit, une toux sec, ça peut avoir une diarrhée, la perte du goût, de l'odorat. Donc, il y a déjà d'autres symptômes. Mais d'ores et déjà, n'ayant pas la possibilité de faire ces tests-là, ces tests au niveau de la dengue et au niveau du Covid. Dès lors qu'on a une personne qui présente 2, 3 ou 4 de ces symptômes, peu importe qu'il ait le Covid ou qu'il ait la dengue. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je rappelle que la dengue tue beaucoup plus. La dengue ou le paludisme tue aujourd'hui beaucoup plus que le Covid. C'est une épidémie, on sait, on ne connaît pas encore tout, mais aujourd'hui, en tout cas dans notre zone, la dengue et le paludisme tuent beaucoup plus que le Covid ou d'autres maladies. Il n'y a pas que la dengue, il y a des maladies qui sont présentes. Mais dire qu'il y a le Covid au Comores, c'est comme si on dit c'est la fin du monde. Si tu dis ça, il y aura panique. Les gens préfèrent qu'on leur dise t'inquiète pas, tu as la dengue ou tu as les symptômes de la dengue. On est plus rassuré que de dire à une personne attention, tu as le syndrome du Covid. Or, les médecins nous disent, et on le voit par rapport aux résultats qu'il y a, que 0,5% ou 1% des gens qui ont le Covid vont en mourir. Et notamment, ils touchent une catégorie qu'on connaît, qui est vulnérable, qui est une catégorie d'âge, mais aussi des personnes qui sont, on va dire, fragiles au niveau sanitaire. Ce qui veut dire que quelqu'un qui aurait le symptôme du Covid, qui serait jeune ou qui serait en bonne santé, cette personne-là, de manière générale, dans la grande majorité des cas, va guérir sans séquelles. Contrairement à une personne qui peut avoir, par exemple, la dengue ou même le palu. Parce que quel que soit l'âge, dès lors que tu atteins de la dengue ou du palu ou d'une autre maladie, peut-être tu as beaucoup plus de chances de laisser la vie que le Covid. Mais de dire qu'il y a le Covid au Comores, ça crée une psychose incroyable. Ça, c'est ce qu'on peut mener comme raisonnement, de dire qu'il y a les symptômes, on ne sait pas si c'est la dengue, on ne sait pas si c'est le Covid, donc faisons attention. Même si je pense que mon frère, mon cousin, ma tante a les symptômes, je pense que c'est la dengue, mais on va prendre les précautions maximales. Ça veut dire que je vais, moi, me considérer comme si la personne qui était à côté de moi était atteinte du Covid, et donc je vais me préserver, je vais me prémunir, je vais faire les gestes barrières, je vais redoubler de vigilance parce que je ne sais pas. Et dans le cas où on ne sait pas, ben on est prudent, on fait de la prévention. Si j'ai un masque, je mets un masque. Si j'ai des gants, je mets des gants. Et je fais en sorte d'isoler la personne. Qu'elle ne me dise pas, ah, une dengue. Non, mais même si c'est la dengue, on essaye au maximum, puisqu'on a les informations, d'isoler la personne à la maison en lui disant, tu seras dans telle chambre, on viendra te ramener la nourriture. On essaye de faire en sorte que tu ne gambades pas dans toute la maison, que tu viennes et que tu vas. Mais on va te considérer, parce que tu as des symptômes qui sont à peu près comme ceux du Covid, on va considérer que tu as le Covid et donc on va mettre en place un protocole. Le protocole, on peut le mettre à la fois à domicile, chez nous, comme dans les centres hospitaliers. Parce que si on considère que le Covid est présent aux Comores, c'est donc prévenir, c'est donc dire aux cabinets médicaux, aux centres hospitaliers, qu'on met des protocoles en place pour considérer les gens comme étant atteints du Covid en fonction des symptômes. Je ne rentre pas encore dans le cadre hospitalier. Je reste dans le cadre de la famille, dans nos villages, dans nos villages et dans nos foyers aux Comores. Une personne qui est atteinte de la dengue, où on voit qu'elle a de la fièvre, on voit qu'elle a des douleurs, on va lui dire, écoute, on va te mettre dans ta chambre, par mesure de précaution, on va te ramener, tu ne vas pas sortir
pendant 10, 15 jours, jusqu'à que tu ailles mieux. Au moins, on prévient. Pendant 15 jours, on va te mettre à l'écart et on va essayer de mettre en place les précautions nécessaires. Tu ne vas pas y aller travailler, tu ne vas pas venir au salon regarder la télé avec tout le monde parce qu'on n'essaie pas. On essaie de se mettre dans les conditions maximales comme si c'était le cas. Parce que c'est ça, d'être prévoyant. Mais, et de ne pas dire, ah, ayo ne dengue. Abona venti, nafanye, ba yo, tini yor karaka jaja hum ramblokanga zéro. Oui, il y a zéro, mais ça, c'est parce que au niveau sanitaire, on n'est pas en mesure de dire qu'il y a ou il n'y a pas. Donc, on prend les mesures nécessaires, on prend les précautions. Et c'est en cela que quand on va pouvoir dire, on va pouvoir réfléchir, se dire, il y a le Covid aux Comores, c'est pour pouvoir avoir un maximum de prévention, et non, comme certains le pensent, pour créer une psychose, pour créer la panique. Restons là aussi un instant, les amis. Créer la psychose et la panique. On se dit croyant. On se dit croyant. Donc, s'il y a une chose, même si on n'est pas croyant, même si on est athée, même si on ne croit en rien, s'il y a une chose qui nous lie tous, c'est la mort. S'il y a une chose sur laquelle on ne peut pas y échapper, c'est la mort. On y est préparé depuis notre jeunesse, depuis notre enfance. Et on ne sait pas quel est le jour où cette mort viendra frapper. On ne sait pas. Et donc, dès lors que vous pensez que si on dit il y a le Covid qui est présent aux Comores, ça va créer la psychose, la panique, ça va créer un trouble à l'ordre public, c'est donc remettre en cause sa foi, de se dire, ok, on me dit ça, et donc du coup, comme on le dit, en fait, ça y est. Et donc, du coup, ça y est, demain, c'est la mort. J'ai le cœur qui palpite, je ne sais plus. Alors que c'est simplement dans le cadre mondial, et en plus. Ce n'est pas quelque chose qui touche que les Comores ou que ses voisins. Mais c'est une épidémie mondiale qui mobilise, qui a confiné pratiquement la moitié de l'humanité. Et on veut dire que si Benamir dit qu'il y a le Covid aux Comores, ça va créer la panique. Mais les gens sont au courant depuis des mois et des mois. Ils ont les télévisions, ils ont les médias, ils voient ce qui se passe dans le monde. Et vous pensez réellement que parce qu'on va tenir la thèse de dire que le Covid est présent aux Comores, que là, ça y est, du coup, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde? On est préparé. On ne sait pas quand est-ce qu'on sera rappelé à notre Créateur. Mais lorsqu'on a la foi, c'est d'être toujours prudent, de prendre le maximum de précautions parce qu'on sait que quand on sauve une vie, quand on peut sauver une vie, c'est comme si on avait sauvé l'humanité entière. Et donc, avoir une personne qui dit, Pomba, Pomza, vous pensez qu'en disant ça, ça veut dire qu'on va mettre de la panique? Vous préférez qu'on dise non, pour l'instant, les autorités n'ont pas pu tester, donc il y a marqué 0 cas, et donc il n'y a pas de corona, donc n'écoutez pas ce que disent les gens parce qu'en fait ils vont vous mettre le trouble, ils veulent juste créer de la panique parce qu'ils sont contre le gouvernement, parce qu'en fait ils sont contre les autorités. Mais où va-t-on, les amis? Les gens pensent qu'en fait quand on dit ça c'est parce qu'on est contre. Mais ce qui est pire, ce qui est grave, c'est que ces mêmes autorités prennent ça en considération et c'est ça qui est fou en fait. Parce qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Aujourd'hui, la situation est telle qu'on doit dépasser tout ça. Mais ces autorités-là devraient prendre en considération, en conscience, que certainement, il y a une forte probabilité de présence du Covid chez nous. Et là, je veux revenir pour arriver dans le cadre sanitaire au cas qui s'est passé cette semaine de la femme de notre frère Cheikh MC, à qui je souhaite un prompt rétablissement, puisque comme certains parmi vous le savent, elle est aujourd'hui hospitalisée et en réanimation. On prie Dieu pour qu'il lui accorde santé et prompt rétablissement, ainsi qu'à tous ceux qui sont atteints par cette maladie, mais toutes les autres aussi maladies. On prie pour ces personnes-là. Donc, je prends le cas de mon frère Cheikh MC qui, après avoir consulté un médecin, le médecin a mis un avis
en ayant consulté ses scanners, ses radios, a donné un avis en lui disant votre épouse présente les symptômes type Covid-19 avec un pourcentage d'obstruction des poumons. Donc, il a rendu ça public. Et vous le savez que jusqu'à aujourd'hui, même s'il a été relâché, il ne s'est plus exprimé sur les réseaux et on peut imaginer pourquoi. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Matsup masqué. Donc, dès lors qu'il a annoncé ça, dès lors qu'il a annoncé que ma femme pourrait être atteinte du Covid-19, ça a été viral. On l'a traité de tous les noms. On a oublié que quelques semaines avant, il avait fait un hymne pour rappeler la population entière à être prudent. Il a pris de son temps pour enregistrer un audio, pour enregistrer une musique avec d'autres artistes, pour appeler à la prudence. Mais dès lors qu'il a dit que sa femme pourrait être atteinte du Covid-19, ça a été la chasse aux sorcières. On l'a traité de tous les noms, de menteur. Ce médecin a été traité de moins que rien, c'est pas un médecin, etc., etc. Mais je voudrais vous prendre un parallèle, s'il vous plaît, les amis. Ce médecin-là, ou ces médecins qui nous sauvent les vies tous les jours, ont fait des années et des années et des années d'études. Bien sûr, il n'a pas posé un diagnostic précis parce qu'il n'avait pas la possibilité de le faire. Parce que, comme l'a dit le médecin, l'infectiologue que j'avais interviewé, seul un PCR peut poser un diagnostic fiable d'un Covid-19. Seul un PCR peut démontrer que le virus est présent. Mais je vais vous dire un truc. Imaginons aujourd'hui, on est au tribunal. Il y a eu un crime. Il y a eu un crime. Et on doit juger un coupable qui est là. On va dire que le coupable, c'est Covid. C'est Covid-19. Mais on n'a pas pu trouver ses empreintes. Car l'empreinte, l'ADN, c'est la preuve absolue de la culpabilité. Si on trouve l'ADN de Covid sur la scène de crime, là, on a jackpot. On sait que c'est Covid le responsable. Mais si on ne trouve pas l'ADN, les amis, est-ce que pour autant, il n'y aura pas de procès et on ne pourra pas délibérer? Est-ce que pour autant, il n'y aura pas un juré qui va pouvoir prendre toutes les preuves en fonction de ce qu'on va lui présenter pour dire que oui ou non, Covid est responsable ou peut-être responsable? Et dans le cadre de la justice, on utilise le terme l'intime conviction. Avez-vous l'intime conviction que cette personne-là est coupable en fonction des preuves, des analyses, des experts? Et si un expert, on pense qu'un expert n'est pas bon, on fait une contre-expertise. À la rigueur, on aurait dit, puisqu'on les a, ces médecins-là. On aurait pu demander un deuxième avis, un troisième avis pour essayer de dire, OK, vu qu'on a 3 experts, on a fait 3 contre-expertises et ces 3 contre-expertises-là nous donnent un même avis, alors moi, Benamir, j'ai l'intime conviction par rapport à leur science qu'ils ont raison. Et donc, qu'il y a une présence et donc je vais donner un jugement. Mais si on n'a pas la preuve absolue, si on n'a pas the preuve, si on n'a pas l'ADN, et donc à ce moment-là, si on n'a pas l'ADN, on doit considérer que l'analyse faite par un médecin qui a passé des années et des années et des années d'études, qui a analysé une radio, ne peut pas donner un avis. Et cet avis-là ne peut pas être débattu. On ne peut pas dire, ah, le docteur, ce médecin a donné cet avis-là. Et on a la chance que ce patient-là, qui est un patriote, nous le rend public dans un pays opaque, dans un pays où on nous met tout dans l'interdiction. Il a pris son courage, il a demandé à son épouse, il a demandé à sa famille et il nous rend public l'avis de ce médecin-là. Mais on devrait le remercier. On devrait le remercier et mettre les mesures nécessaires et dire, check, toi et ta famille, restez confinés, prenez toutes les mesures barrières, demandez aux voisins, aux personnes que vous avez été le plus proche d'être confinés au maximum. En tout cas, donnez-nous la liste des personnes avec qui vous avez été en contact dernièrement pour qu'on aille les voir et qu'on leur explique quelles sont les mesures de confinement qu'ils doivent prendre parce que elles, peut-être, si vous êtes atteint,
ils ont probablement aussi la possibilité de l'avoir. Et à ce moment-là, on fait de la prévention. Mais si on fait le déni, eh bien, on met les gens en danger. On met ses voisins, ses amis, ses personnes, toutes les personnes. Mais s'il devait y avoir une enquête, c'est une enquête de dire, OK, viens nous dire quelles sont les personnes avec qui tu étais en contact dernièrement, parce que si ce que le médecin dit est vrai, ces personnes-là peut-être sont en danger. Dans ces personnes-là, peut-être qu'il y a des personnes qui sont fragiles. Dans ces personnes-là, peut-être qu'il y en a qui sont assez âgées. Dis-nous pour que nous puissions nous préparer ou au moins y aller leur dire. Ça, c'est de la responsabilité. Ça, c'est de la prévention. Ce n'est pas mettre la panique. Ce n'est pas vouloir dire aux gens, attention, voilà, absolument et Covid de Comore. Non, c'est pas ça. Nul ne souhaite le mal à notre pays. C'est pas Tchekemsi à qui? C'est pas Tchekemsi qu'on va dire que c'est quelqu'un qui veut le mal de notre pays. Et donc, c'est là où, quelque part, on a l'impression qu'on marche à l'envers, qu'on marche sur la tête, qu'au lieu de resserrer, de remercier ces médecins-là aujourd'hui n'osent pas parler, n'osent pas poser un diagnostic. J'en ai eu quelques-uns, les amis. Je les ai eus au téléphone. On a échangé par texto. Je leur ai demandé de venir s'exprimer. Ils n'osent pas. Ils ne veulent pas. Pensez-vous que c'est normal? On peut toujours rester dans le cas où on est à zéro, puisque on ne peut pas dire qu'on a un cas de Covid, puisqu'on n'a pas la possibilité de le mesurer. Mais est-ce que pour cela, on ne doit pas mettre, comme ici en France, tous les jours, et en Europe, tous les soirs à 20h, on applaudit ces gens qui nous sauvent les vies? Est-ce qu'il n'est pas temps de dire à ces médecins qui sont chez nous, on vous donne les moyens, dites-nous, faites le maximum pour nous prévenir, pour nous dire si par rapport aux personnes que vous avez diagnostiquées, par rapport aux personnes que vous avez reçues dans vos cabinets, par rapport aux personnes qui ont pu avoir les moyens d'aller faire un scanner, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller faire un scanner. Est-ce que par rapport à ça, est-ce que vous pensez dans quelles conditions on est pour que nous puissions voir? Il y en a en fonction des îles, des régions, comme ici, là où nous vivons, on voit que les mesures prises en fonction des régions ne sont pas les mêmes. Et si on se rendait compte que des symptômes étaient beaucoup plus graves dans une île par rapport à une autre ou dans une région par rapport à une autre, eh bien peut-être qu'on allait resserrer les mesures, on allait peut-être donner de moyens dans tel hôpital qui serait dans le Ouachili, un hôpital qui serait dans le Mbadjini ou dans le Mdé, pour faire en sorte de minimiser la propagation. C'est ça, faire de la prévention. Ce n'est pas d'attendre qu'on vienne absolument mettre le coton dans le nez, attendre 2-3 jours, dire « Ah, on ne l'a pas vu. Il n'y est pas encore, on peut continuer à vivre normalement, les amis. » Ou « Ah, on l'a vu, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Non, ce n'est pas ça. Le minimum d'intelligence que nous avons, aussi bien au niveau des médias, au niveau des enseignants, au niveau des chercheurs, au niveau des médecins, au niveau des citoyens, c'est de nous questionner et de se dire qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à l'information qu'un frère qui s'appuie sur des analyses médicales nous donne. Et je vais aller plus loin. Cette épidémie, c'est une épreuve mondiale que Dieu nous impose à tous. Aujourd'hui, peut-être les Comores sont encore le dernier pays à ne pas avoir, on va dire, confirmé un cas. Mais c'est une épidémie mondiale qui doit nous permettre de nous poser des questions. Hier, comment on vivait, aujourd'hui, comment on vit, et demain, comment on va vivre. On a mis pratiquement 3 mois ou 4 mois après le début de cette épidémie qui a été déclenchée en décembre ou janvier dernier pour avoir un PCR, pour pouvoir faire les tests. Et si demain, ce qui vient, ce qui nous attend est beaucoup plus dur que ça, est beaucoup plus dur que le Covid, est-ce que ce n'est pas temps maintenant de se dire, mais comment on va se préparer demain? Parce qu'on voit qu'on peut vivre, par exemple, sans nos us et coutumes. On peut vivre même si on souffre sans aller dans nos mosquées. On peut vivre même si on en souffre de ne pas aller jouer au foot avec les amis. On peut vivre même, mais on ne pourra pas vivre sans la santé. On ne pourra pas.
Est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce que ça, ce n'est pas une épreuve qui nous permet de dire, réveillons-nous, nous devons faire en sorte que demain, au Comores, nous puissions avoir un système de santé, peut-être qu'il ne sera pas à la hauteur des autres pays dans le monde, mais au moins qu'il puisse répondre demain, si on a une épidémie. On a eu 3 mois pour nous préparer, on n'a pas su, mais de nous dire que la santé, c'est une affaire de toutes et de tous, et de profiter de ce moment-là pour pouvoir essayer d'avoir un changement de nos mentalités. Parce que si demain, à l'issue de cette épreuve mondiale, on revient à nos habitudes, c'est qu'on n'aura rien compris. C'est que l'épreuve que Dieu nous met sur nos épaules n'aura servi strictement à rien. Si demain on reprend le chemin de nos mosquées tranquille comme si rien n'était, si demain on prend le chemin de nos activités comme si rien n'était, si demain on reprend le cours de notre économie comme si rien n'était, c'est qu'on n'aura rien compris. On n'aura pas pris l'enseignement de cette épreuve mondiale qui est le Covid-19. Si vous voulez mon avis, moi je le dis sans crainte, même si j'ai essuyé des insultes, même si j'ai insulté des menaces, il y en a qui m'écrivent, il y en a qui vont m'appeler, qui vont m'harceler. Comme d'autres ont pu avoir ces menaces-là, et vous les connaissez. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. On peut ne pas l'aimer. Ça arrive, on est humain, nul n'est parfait. Mais l'éducation doit nous permettre d'avoir un respect des uns et des autres, d'accepter la contradiction, d'accepter qu'on ne soit pas d'accord, d'accepter l'analyse, d'accepter son voisin, d'accepter nos différences multiples. Mais aujourd'hui, on a l'impression que dès lors qu'on n'est pas d'accord, automatiquement, on est un adversaire, maltraité, de vendu, de haineux. Je voudrais que les Comores soient détruits. Je suis un anti-Azali, un anti-machin. Je vais vous dire, en fait, les amis, que ce soit Azali ou les autorités qui dirigent aujourd'hui notre pays, je n'ai aucune grief personnelle envers ces gens-là. C'est à nous, c'est à chacun de nous que nous devons changer. Parce que le seul en qui je mets ma confiance, mon intégrité, c'est Allah, c'est Dieu. Et c'est à lui que nous devons retourner pour faire en sorte que chacun de nous puisse réfléchir en fonction de ses convictions, de ses pensées. Et de l'avenir que nous voulons offrir à nos enfants. Nous tous, on finira par partir. Mais pas par la même porte, pas par le même chemin. Et on est ici-bas pour vivre et nous développer en fonction des convictions qui sont les nôtres par rapport à ce qu'on veut construire demain. Ensemble. Et le cas de ce coronavirus, de ce Covid-19 aux Comores qui est vraiment apolitique, le Covid n'a pas de parti, n'a pas de famille, n'a pas d'amis. Le Covid est un adversaire commun à tous. Et nous devons dépasser nos clivages à ce niveau-là. Parce que celui qui est atteint, ce n'est pas celui qui pense plus comme moi ou comme l'autre. Celui qui est atteint, c'est celui qui peut-être est au mauvais endroit, au mauvais moment, qui ne s'est pas assez protégé ou qui n'a pas pris en considération, ou peu importe, les causes sont multiples. C'est pour ça que nous devons dépasser ce clivage-là. Ne pas être d'accord, c'est normal. Mais traiter l'autre d'ennemi d'État parce qu'il ne passe pas comme moi sur une question qui n'a pas besoin de clivage, ça montre notre petit test d'esprit. Ça montre à quel niveau on est. Ça montre le chemin que nous devons encore parcourir. Voilà les amis, je voudrais pas encore m'éterniser davantage, mais je voulais absolument, en ces moments, en cette veille du mois de Ramadan,
partager avec vous cette pensée-là, partager avec vous déjà ma conviction profonde sur la présence du Covid aux Comores et sur les mesures que nous devons prendre, chacun de nous. N'attendons pas que l'État fasse tout, que les autorités fassent tout. Si on est prévenu nous-mêmes déjà, on peut déjà, si on donne les consignes, les meilleures consignes possibles, on peut déjà nous préserver nos familles. On peut les appeler et leur dire que faites attention. Faites attention parce que si vous avez quelqu'un à la maison qui a des symptômes, vous pouvez prendre une chambre réservée pour elle et essayer de construire votre vie par rapport à ça. S'il y en a 2 ou 3, eh bien, mettez-les dans la même pièce, essayez de préserver les autres. Essayez de dire à vos voisins, j'ai quelqu'un à la maison qui a des symptômes. Ne faisons pas la politique de l'autruche en voulant absolument nous dire que nous, on est je ne sais quels élus et on ne sera pas touché par cette catastrophe. Et si c'est le cas, alhamdulillah, on rendra grâce. C'est en cela que certains parmi nous essayons d'analyser. Et ça m'attriste profondément que les médecins, les infirmiers, les soignants chez nous ont peur de se prononcer. Ce qui veut dire que peut-être un médecin ou un centre va recevoir quelqu'un, mais il va avoir peut-être peur de dire c'est symptômes de corona. Parce qu'on va peut-être venir l'indexer, si ce n'est le mettre de côté ou l'enfermer. Et ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas tolérable, les amis. Je vois des vidéos sortir d'ici en disant « Arrêtez de mettre la panique aux Comores ». Mais la panique est mondiale, les amis. Nous ne sommes pas sur une île ou un archipel. Nous sommes sur une planète qui a été atteinte du Covid-19. Une planète. C'est dans cette planète, dans cette terre-mère qui nous lie toutes et tous, que nous vivons ensemble. Donc la panique, il n'y a pas matière à paniquer. Il y a matière à expliquer. Il y a matière à raisonner. Il y a matière à prévenir. Et demain, on ne va pas se réjouir de nous dire finalement, on a montré qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Même si tous les tests venaient négatifs ou si tous les tests venaient positifs, on aura pris les mesures en amont. On aura pris les précautions nécessaires. Et si au bout d'un temps, on voit que aussi bien les syndromes diminuent, que la dengue s'efface, ben, on prendra des mesures progressives. Celui qui était malade et qui était confiné dans sa chambre, et qu'au bout des moments, on voit qu'il va mieux, eh bien, il retournera dans la vie commune, dans le foyer, comme tout le monde. Et si dans chaque village, il se montait un comité de veille du Covid-19, si dans chaque village, il pouvait avoir un recensement des gens qui disent, bon voilà, mais sans indexer, ce n'est pas des pestiférés, c'est simplement essayer de se prévenir et essayer peut-être d'aller aider le voisin, d'aller faire sa course, d'aller lui prêter main forte. Mais celui qui se sent seul ou celui qui est vraiment malade mais qui n'a pas envie de le dire parce qu'on n'a pas envie de l'indexer et qui sort et qui va au marché du village, qui va peut-être à la mosquée parce que pas toutes les mosquées ont fermé, certains continuent à prier peut-être. Ou alors qui va aller rendre visite à son voisin. Eh bien, cette personne-là risque de propager un virus, même si ce n'est pas le Covid, mais de risque de propager un autre virus peut-être qui peut être important. Voilà les amis, je vais peut-être m'arrêter là, voir un peu vos réactions. Alors, il y a, voilà, je prends City, et d'ailleurs, City, je vais t'envoyer une invitation prochainement parce que je voudrais faire une émission, les amis, inviter les soignants, inviter les médecins, inviter un médecin, inviter une infirmière, un soignant et une autre personne qui viennent aujourd'hui ici, dans cette émission, pour nous parler de leur vie au front, puisque ce sont les personnes qui sont au front tous les jours.
des personnes comme City, à qui je salue, et d'autres qui font un travail formidable. Donc, j'aimerais les inviter pour venir à la fois les remercier, mais nous donner aussi leur ressenti depuis, depuis le début de cette épidémie, nous donner leur vision pour les semaines à venir, nous donner leur impression par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, City, tu seras la bienvenue, Inch'Allah. Je t'enverrai officiellement. Voilà, l'invitation est partie, mais j'espère que tu y répondras. Et donc, tu nous dis que les tests les plus fiables sont les sérologies, mais les PCR nous confirment aussi des diagnostics. Donc, bien évidemment, hein, c'est ce que j'ai dit, donc c'est ce qu'on on est entièrement d'accord là-dessus. Mais comme je l'ai dit, lorsqu'on n'a pas la preuve absolue, cela n'enlève pas qu'on ne peut pas réfléchir, qu'on ne peut pas diagnostiquer, qu'on ne peut pas donner un avis. Tous les procès qui se passent dans les tribunaux, ils n'ont pas un ADN ou la preuve absolue qui condamne l'accusé. Mais ils vont avoir des diagnostics. Ils vont peut-être pister le téléphone, ils vont écouter un voisin, ils vont regarder la trace de pas. Tout cela, ce n'est pas fiable à 100%, mais avec ces éléments-là, on finit par poser un diagnostic, indiquer un suspect, et ensuite il est jugé et on se met d'accord. Donc, c'est là où, en fait, je voudrais qu'on arrive sur nos réflexions et qu'on arrive à avancer, à dépasser. Et si maintenant il doit y avoir débat, les débats ne doivent pas être simplement basés sur des insultes, des invectives, mais d'essayer de raisonner, de me démontrer, comme dans un tribunal. Il y a les accusés, il y a la partie, il y a la partie défendrice qui va défendre son client, chacun va se défendre pour essayer de montrer, mais en toute bienveillance, en toute équité, pardon. Donc, comme disait mon frère Soli, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais ce qui est terrible, en fait, c'est au-delà de ça, et d'ailleurs c'est dit dans le Coran, je ne me rappelle plus de verset, qu'on nous a donné des oreilles, des yeux, un cœur et une langue, mais tout cela ne nous sert à rien. Tout cela est mort, en fait. C'est l'impression qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'on est dans une situation mondiale, mais on veut rester fermé en se disant, nous, on est épargnés, ne parlez pas très fort parce qu'on risque de nous entendre là-bas et de créer une panique. Alors qu'on n'en est pas là. On en est à, aujourd'hui, notre pays n'a pas les moyens sanitaires des autres pays. Il nous faut donc, dans ce cas-là, être 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois plus vigilants. C'est là où on en est, c'est là où on doit être. Et non de dire, parlez doucement. Parce que si vous dites qu'il y a le Covid au Comores, c'est la panique totale. Mais ces gens-là ont un cœur, ces gens-là ont une pensée, ont un iman. Si on leur parle, si on leur explique les raisons, ils ne sont pas fous. Mais bon, merci encore à vous. Bon, les amis, alors attendez, je vais regarder un peu vos interventions. Alors, il y a mon frère Ali Abdallah Ahmed qui nous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un suicide car chacun passe à être intelligent que l'autre. C'est peut-être le cas. Et comme et il le sait bien, le frère qui est avocat et à qui je rends le salam, qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir 2, 3, 4, 5, 6 cerveaux qu'un seul cerveau. Que la multiplication des idées, ça permet d'avoir une convergence. Et qu'aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas m'occuper des affaires d'un tribunal, alors que lui, il le peut. Dans d'autres domaines, il est bien plus, on va dire, à la pointe que moi ou d'autres. Et dans d'autres domaines, peut-être je le serais plus que lui. Et c'est en écoutant les spécialistes, à ceux que Dieu a donné la science. Respectons la science que Dieu donne. On nous dit même dans la religion que rien ne vaut une science utile. Une science, une personne qui a passé des années et des années à étudier, à apprendre, qui vient nous donner un avis. La moindre des choses, c'est de l'écouter. Après, on peut en débattre, on peut échanger, on peut regarder un documentaire, un film et échanger. Ce n'est pas pour autant que nous, on va pouvoir réaliser le même film que le réalisateur, mais il nous donne quelque chose à nous d'en débattre. Donc, on a une terre, alhamdoulilah, que Dieu a permis d'avoir beaucoup de cerveaux. C'est une chance, c'est une miséricorde. Mais ces cerveaux-là, comme mon frère dit, ça peut être un suicide si chacun de nous pense intelligemment. Moi, ce que je donne, c'est un avis.
Mon avis, ça ne veut pas dire qu'il est absolument vrai. C'est mon avis en fonction de mon intelligence. Mais mon intelligence n'est pas le même qu'un tel. Mais cela n'empêche pas que je peux donner mon avis et l'autre va venir, sans que pour autant il y ait une confrontation, donner son avis. Mais dans une situation pareille, et on voit ce qui se passe dans le monde, les médecins, les soignants doivent être les personnes qu'on doit écouter, surtout en l'absence de moyens fiables pour pouvoir dire ce qu'il y a. Je sais qu'il y a une commission qui a été mise en place, mais cette commission-là, on ne l'entend pas. J'ai eu des membres de cette commission. J'ai même lancé des invitations, d'autres ne viennent pas. Alors que ces personnes-là devraient aller dans tous les médias, pratiquement tous les jours, pour rappeler à la fois, bien sûr, les mesures barrières, je sais qu'ils le font, mais à la fois nous dire où est-ce qu'on en est. Et donc, c'est ça, c'est en cela où l'inquiétude se pose. Merci, mon frère Ali Abdallah, pour ton intervention et ta réflexion. Alors, Sarah Eloine nous dit, le principe de précaution, c'est la base de la prévention. On prend les précautions et on entend les résultats. C'est exactement cela, Benamir. Notre religion nous guide aussi vers l'ouverture d'esprit de la science. C'est exactement ce que dit aussi le frère Ali Mohamed Darwesh. Pourquoi on croit en Dieu alors qu'on n'a pas vu que sur la base de la science? On peut dire autant pour la mort. Il y a plein de choses sur lesquelles aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et c'est le monde, ce qu'on appelle le monde de l'invisible. Pourtant, on se base sur des convictions, des gens qui connaissent. On va écouter des rappels, on va écouter des savants qui vont venir nous dire telle chose et on va croire ou pas croire. Et ce n'est pas celui qui ne croit pas qui est forcément moins bon que nous. C'est parce que moi, je crois que je suis meilleur que l'autre. C'est simplement que Dieu m'a permis, moi, de croire et pour l'instant, l'autre ne croit pas. Et ce que nous devons chaque fois, c'est de nous remettre en Dieu, si on a la foi, de nous dire je prie pour que Dieu me guide dans la meilleure des voies. Et si je ne suis pas dans la bonne voie, eh bien, qu'il me guide. Et si le frère ou la sœur n'est pas dans la même voie, qu'il la guide aussi. Parce que personne, nul, moi le premier, je ne suis pas en mesure de vous dire que je suis sur le bon chemin. Mais je prie tous les jours que Dieu fait. Je pose au minimum 17 fois le front au sol en priant d'être dans le bon chemin. Parce qu'aucune certitude, personne n'a cette certitude. Donc, dès lors qu'on n'a pas la certitude, appuyons-nous sur les gens, sur les savants pour pouvoir avancer. Alors, je mets cette remarque de Mohamed Frisso qui dit, parce que j'ai reçu, tu penses que Benamir est commandé pour faire une propagande contre l'État avec le Covid-19? Au-delà de ça, au-delà de ma personne, puisqu'il n'y a pas que moi dans cette situation, je pense que Mohamed Frisso aussi ou d'autres sont, dès lors qu'ils vont donner leur pensée, on dit souvent en fait qu'on est simplement anti. Dans l'article que j'ai même pas partagé, l'article de Jeune Afrique, je l'ai analysé. C'est-à-dire que je suis parti sur le site de Jeune Afrique, j'ai lu un article, et dans cet article-là, ils ont fait une carte interactive. Et dans la carte interactive, quand on clique sur les Comores, ils montrent qu'aux Comores, il y a un mort par Covid-19, 2 cas avérés et zéro guéri. Donc j'ai fait une analyse, j'ai fait un post sur mon mur où je dis je m'interroge où est-ce que ces personnes-là sont parties prendre les données, puisque aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité. Mais les gens n'ont vu que le titre. Les gens n'ont lu que un mort, 2 cas avérés, et ils ont dit Benamir Hamba. Benamir a dit qu'il y a un mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai pris un texte et j'essaie d'analyser, de m'interroger, me dire mais comment ces gens-là? Et quand on regarde les sources en bas, on voit que cette carte-là de Jeune Afrique n'est pas le premier média venu, qui est l'un des médias qui a la place. Moi, je ne suis pas un fan de Jeune Afrique. Mais c'est un média international. Et il prend ses sources soit de l'OMS, hein, soit des États qui donnent les informations ou alors de l'AFP, c'est-à-dire des journalistes. Donc, si ce n'est pas là, c'est l'un des trois. En tout cas, ils ont eu une information quelque part.
Éliminons l'OMS, puisque sur le site de l'OMS, cela n'est mentionné nulle part. Et éliminons l'État, puisque l'État aujourd'hui déclare 0 cas. Donc à ce moment-là, on se dit, ah, comme c'est un média qui puisait, c'est l'AFP. Et là, on va dire, mais ces journalistes se sont dévendus. Et c'est peut-être même Benamir qui travaille en sous-marin de l'AFP ou qui a dit à tel journaliste, fameuse théorie du complot. Mais est-ce que vous savez que les journalistes, partout dans le monde, c'est eux qui nous ramènent ce qui se passe et qui nous permettent d'avoir une certaine réalité. C'est quand vous allez regarder un documentaire d'investigation qu'on va avoir une réalité. Les gens qui ont été condamnés, notamment en politique, vous pensez c'est quoi? C'est l'OMS? C'est les États? C'est des politiques qui les ont balancés? Non, ce sont des journalistes qui font leur boulot merveilleusement bien, qui vont faire des investigations et qui ensuite, dans les pays où il y a de la démocratie, vont mettre à plat le résultat de leur investigation. Et c'est comme ça qu'un gars qui s'appelle Fillon se retrouve aujourd'hui à être prochainement peut-être condamné, ou en tout cas, il n'a pas pu accéder à son rêve d'être président de la République parce qu'il y a eu des journalistes d'investigation. Je ne dis pas que celui qui a écrit ça a raison, parce que j'ai écrit moi-même à Jeune Afrique en leur demandant où est-ce que vous avez reçu ces sources, et je n'ai pas de réponse jusqu'à maintenant. Mais je suis persuadé que tous ceux qui nous ont, on va dire, craché dessus, en nous disant que nous sommes des traîtres parce qu'on a dit qu'ils n'ont même pas fait la démarche d'écrire à Jeune Afrique en leur demandant mais d'où avez-vous eu cette information? Expliquez-vous. Ce qui se passe dans des pays, et récemment en Chine, avec ces tortures, et partout dans le monde, en Syrie, les gens qui nous envoient toutes ces informations, ou la plupart d'entre nous, après, on fait la sourde oreille, on ferme les yeux, on fait semblant de ne pas voir. Ces gens-là, c'est qui sont sur le terrain? Ce sont des journalistes. Donc, on peut ne pas donner crédit à celui qui a envoyé cette information. Mais moi, je suis curieux, j'aurais été curieux de savoir, mais comment, sur quelle base, sur quoi il sait? Peut-être c'est juste un gars qui est dans son bureau et à ce moment-là, il fait mal son travail. Mais on n'a pas le droit de se questionner sans pour autant être traité de complotiste, de propagandiste et de vouloir la mort de nos concitoyens comoriens. Alors, les amis, il me reste 10 minutes. On va faire une pause là-dessus. On va parler quelques instants du mois de Ramadan parce qu'on est en plein mois de Ramadan. Le mois Ramadan pointe son nez. Et j'ai eu. Alors voilà, bon, je n'ai même pas fait exprès, comme quoi, subhanallah, je n'ai même pas fait exprès, Siti, de cliquer sur ton commentaire. Et donc, comme il s'est affiché, je vais le lire avant de passer sur le volet de ce mois de Ramadan. Quand on voit comment nos politiques, et là on parle, je pense que Siti parle en France, ont minimisé la gravité de la maladie et la gestion de la crise par la politique de l'autruche, j'imagine combien ça peut être facile pour les gouvernements d'en faire autant quand les moyens sont quasi inexistants. Je n'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Je rappelle simplement qu'il y a un article qui est sorti il y a quelques jours qui est en train de tendre à dire que, par rapport aux États-Unis notamment, pareil que le gouvernement a minimisé l'arrivée, en tout cas la présence du Covid-19 sur la terre américaine, tout comme en France. Et c'est parce qu'il y a eu des citoyens, c'est parce qu'il y a des journalistes, c'est parce qu'il y a des médecins qui ont alerté et qui a peut-être avancé, fait bouger les choses. Donc, ne nous voyons pas des ennemis les uns des autres. Essayons de nous voir comme étant les maillons d'une même chaîne qui essayons de faire avancer les choses. Alors, ouais, donc comme je vous disais, j'aurai le plaisir ensuite de lire tous vos commentaires et de vous répondre, car j'essaye au maximum de répondre au plus grand nombre quand je le peux, quand le temps me le permet. Je voudrais parler un instant de ce mois de Ramadan qui arrive, mais avant de vous parler, ça n'a pas duré longtemps puisqu'on a bien terminé, 5 minutes, de vous parler de ce mois de Ramadan, je vous invite à prendre un instant, 3 minutes. Je vais vous mettre, pour vous souhaiter la bienvenue de ce mois de Ramadan, d'écouter cet anachid qui est fait en a cappella par les élèves du chenil de Fondi Maulana Sharif. Ce documentaire que je vais vous mettre date de 11 ans. Il y a 11 ans, les élèves du chenil Maulana Sharif avaient fait un anachid et que je vais vous partager.
pour annoncer l'arrivée imminente de ce mois de Ramadan, pour vous souhaiter un bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Écoutez, ça prend 3 minutes, pas plus, et ensuite on revient pour faire un petit rappel à ce niveau-là, et ensuite vers 20h30, c'est-à-dire d'ici 5 minutes, on se séparera, Inch'Allah. Alors, petite mise au niveau de la technique, on va se mettre à jour. On va voir si tout fonctionne bien. Alors, hop là. Vous savez que les aléas du direct, les amis. Voilà. Et c'est parti. On va le mettre en grand. Pardon les amis, encore un problème au niveau technique, mais ça va y aller tout de suite. Ne me dis rien si vous entendez parfaitement. Tac, tac. Allez, c'est parti. Ramadan, 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 ya Ramadan, 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 ya Ramadan, 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 ya Ramadan. Ramadan, ya Ramadan. يغفر الله الزلات يا شهر صيام 3, 2, 1. Bravo, félicitations. الله الزلات يا شهر صيام وتلاوة القرآن رمضان 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 يا رمضان 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 يا رمضان فيه تصفد الشيطان رمضان فيه تنهق النيران رمضان يا شهر صيام وتلاوة القرآن فيه تصفد الشيطان وفيه تغلب النيران يا شهر صيام وتلاوة القرآن رمضان 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 يا رمضان 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 يا رمضان جانا خير الأيام موسم الأسس الإسلام يا شهر صيام وتلاوة القرآن جانا خير الأيام موسم الأسس الإسلام يا شهر صيام وتلاوة القرآن رمضان 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 يا رمضان رمضان
رمضان رمضان رمضان يا رمضان شهرنا هذا رمضان نزلت فيه القرآن يا شهر صيام وتلاوة القرآن صيام وتلاوة القرآن رمضان 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 يا رمضان 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 يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Voilà, les amis, c'était un petit cadeau pour vous souhaiter un très bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Désolé pour la petite gêne technique au début. C'est comme ça les aléas du direct. Nous aurons l'occasion pendant tout ce mois de nous retrouver dans l'émission. Ça dit quoi? Certainement avant la rupture du jeûne ou après, car pendant cette période-là aussi, il y aura des sujets importants à aborder. On sera toujours aussi sur cette thématique-là où, comme je dis, j'aurai le plaisir, j'espère, de recevoir des personnes du milieu médical qui viendront nous donner leur réflexion. Mais je vous demande surtout, les amis, en cette période, d'être le plus présent possible auprès de nos proches, de nos voisins, des personnes qui sont autour de nous, car faire le bien, c'est pas forcément de manière à une grande échelle, mais on peut avoir un voisin, on peut avoir une personne de notre proche qui est dans le besoin, et c'est aussi dans notre devoir à nous de pouvoir subvenir. Je vous parlerai notamment de la situation de nos mères et de nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui en Tanzanie, à Dar es Salaam, et d'autres qui sont aussi à Dubaï, qui, par rapport aux conditions actuelles, ne peuvent pas rentrer aux Comores et qui sont dans une situation, notamment ceux qui sont en Tanzanie, dans une situation très, très, très compliquée. Et j'espère qu'on pourra parler parler d'eux et de trouver une solution pour leur venir en aide. Si vous avez des connaissances, bon, j'ai une personne qui est là-bas et qui me parle de leur situation sanitaire qui est vraiment compliquée. Et en ce mois de Ramadan, vous savez que c'est déjà très difficile, mais dès lors qu'on est loin, dès lors qu'on est en déplacement, Dieu nous considère le voyageur comme étant une personne en état spécial, parce que quand on est en voyage, on est vraiment dans des conditions spéciales, et là, c'est des conditions, on va dire, très, très précaires, parce que c'est des personnes qui sont parties soit pour se faire soigner, soit pour aller travailler, soit pour aller voir de la famille, et ils se retrouvent coincés dans un pays étranger, sans le sou, sans les moyens, et c'est très, très, très compliqué. Et si on peut les aider, on verra comment on peut leur venir en aide, mais déjà, voyons les personnes qui nous sont proches. Essayons de mettre des habitudes, même si, enfin, je me fais ce rappel à moi-même le premier, de prendre des habitudes peut-être qu'on n'a pas dans les autres mois, d'essayer pendant ce mois de Ramadan de se rapprocher au maximum peut-être de la lecture du Coran, d'écouter des rappels, des hadiths, de faire une introspection de soi-même sur ce que nous faisons. On est déjà dans une situation mondiale qui nous permet déjà de faire une introspection. Le Ramadan doit venir, c'est un moyen de confinement supplémentaire. C'est comme si on était dans les boîtes suisses, là, c'est un confinement supplémentaire pour encore nous amener à réfléchir, nous amener à agrandir notre foi, notre âme et notre humanité, quelles que soient les croyances qui sont les nôtres. Merci encore de m'avoir écouté. Désolé si j'ai pu, à un moment ou à un autre, avoir des paroles qui ont pu être peut-être blessantes, infondées, injustifiées ou autres. Nul n'est parfait, on essaye de faire au mieux et on demande à Dieu, le Tout-Puissant, de nous guider au mieux chaque jour qu'il fait. Ma'an salam, les amis, que la paix soit sur vous, toutes et tous, et à très bientôt, Inch'Allah. Ma'an salam.